Vous aimez prendre de la hauteur? La hauteur, c'est le vol, c'est le ciel, donc bien sûr que oui. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on est tout en haut, ou presque, d'un bâtiment qui fait quand même 40 mètres. Ouais. Et qui est magnifique. On est juste à côté du jardin d'acclimatation qui a été inauguré il y a plus d'un siècle et demi, en 1860, par Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous y êtes allé souvent? J'y suis allée en tant que maman avec mon petit garçon, avec Ludovic à l'époque. J'étais cachée sous une perruque, mais c'est un très bel endroit pour les enfants. C'est vrai, vous cachez sous une perruque? Bien sûr. À peine sortie de l'adolescence, on vous surnommait la petite fille de français moyen. Oui. Conquérir les Français, est-ce que c'est pareil que conquérir Paris? Paris, c'est Paris. Ah. Faut gagner Paris. Bonjour Sheila. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. C'est gentil, merci. Vous avez été la reine des années yéyé, des années disco. Vous traversez les générations et vous vous réinventez sans cesse. Bilan, 85 millions d'albums vendus. Bilan, la vie est longue. On va en avoir des choses à se dire. Absolument. Mais avant, je vous propose qu'on aille visiter ensemble ce joyau architectural, la Fondation Vuitton. Merveille, absolument. On y va? Allons-y, allez, en route. La Fondation Vuitton abrite l'une des plus belles collections d'art contemporain au monde, dans un écrin. Un immense édifice d'acier, de béton, de bois et de verre qui semble s'être posé sur un miroir d'eau. Mais bonjour, mais quelle chance vous avez Bienvenue à la Fondation. d'avoir un truc aussi magnifique à regarder tous les jours. C'est un bâtiment extraordinaire. Ah non, ça fait rêver, ça. C'est le magnat du luxe Bernard Arnault qui a voulu cette fondation et il a confié la conception du bâtiment à l'architecte Franck Gehry. Pourquoi? Alors, ça a été une rencontre entre Monsieur Arnault et Franck Gehry, et une rencontre entre Franck Gehry et le site, entre ce lieu merveilleux qu'est le bois de Boulogne et le jardin d'acclimatation. Moi, c'est vrai qu'en arrivant, j'ai pensé immédiatement à quelque chose qui bouge. Une carapace. Moi, pour moi, le scarabée pourrait correspondre à cette œuvre. C'est formidable ce que vous me dites, parce que c'est exactement ça la force du bâtiment. Voilà. C'est de pouvoir recevoir toutes ces images, mais qui toujours ont l'idée du mouvement. Conduire des bolides et tenter l'impossible. Ah non, regarde. Mais regarde comme c'est beau, quoi. Tout est démesuré. Combien de mètres carrés, combien de voiles pour constituer cet édifice? Alors, ce sont 12 voiles de verre composées de 3600 panneaux, 3600 panneaux courts, tous différents les uns des autres. Tout est dans la précision, tout est dans la technologie, au service d'un geste créatif. Absolument. Et puis en plus, au service de ce qu'on va mettre dedans. Oui, mais alors moi, je me posais une question, justement, à propos des œuvres d'art. Quand l'édifice en soi est une œuvre d'art, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'étouffer les œuvres qu'on expose? Alors vous avez raison, le premier geste artistique, créatif de la Fondation Louis Vuitton, c'est son bâtiment. Mais c'est aussi la capacité qu'a cette architecture à recevoir les arts et les artistes et à abriter des œuvres dans les galeries, mais aussi dans les espaces interstitiels. C'est une vraie passion qui m'attache à tes bras. J'ai entendu dire que Franck Gehry s'était inspiré d'un logiciel de l'aérospatiale. Pour concevoir ce bâtiment, il a utilisé ce logiciel de manière totalement inédite, c'est vrai? Vous avez raison, exactement. On part d'une maquette comme celle-ci, et dans un second temps, on vient mettre des pots, et on obtient une forme qui est tellement complexe que pour obtenir des plans, il faut numériser cet ensemble dans un logiciel qui habituellement est davantage fait pour développer des avions que pour construire des C'est bâtiments. fou quand même. Hein. C'est incroyable quand on y pense. Quel tempérament de feu à cette fille-là. La vie sans toi est trop vide. Quel tempérament de feu à cette fille-là. J'ai envie de vivre. Sheila,
Préparer une interview de vous, c'est un exercice vertigineux parce qu'en presque 60 ans de carrière, vous n'avez cessé de vous réinventer. Mais comme vous êtes toujours résolument tourné vers l'avenir, avant de regarder dans le rétroviseur, on regarde droit devant. Qu'est-ce que vous nous préparez ? Oh là, mon Dieu. Alors, j'ai pas assez de temps pour tous les projets. L'album, le fameux album, qui j'espère va arriver très vite. Ensuite, sur la scène, bien sûr, j'ai des tournées. Je pars à l'étranger, je vais en Belgique, à l'île Maurice, enfin, je voyage. Bien sûr, je commence à penser à mes 60 ans de carrière. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, je vais voir, mais ça me trottine dans la tête. Bon, allez, on y va, on fait un grand bond en arrière. 85 millions d'albums vendus, 39 disques d'or en France, 90 dans le monde. C'est tellement fou qu'on a presque oublié comment tout cela a débuté. Ah bah, c'est bien de regarder alors, parce que même moi, je crois que j'ai oublié. C'est en 1962. Ouais, 62, alors ça commence par Sheila, la chanson dont j'ai pris le nom, qui était une chanson de Lucky Blondeau. Jolie petite Sheila, j'aimais bien me répéter. Un an plus tard, 1963, L'école est finie est un tube, 1 500 000 exemplaires vendus. C'est l'époque des yéyés. Votre producteur vous façonne une image de jeune fille sage, avec des couettes, avec une jupe à carreaux. Ouais, on dit qu'il façonne, oui, enfin je pense surtout qu'il s'est inspiré de ce que j'étais à l'époque. Je crois que j'étais une gamine, j'étais vraiment une gamine. Alors dégourdie, un peu démerdarde, je courais un peu partout et surtout très besogneuse. Je suis quelqu'un qui a été dressé par ses parents à bien faire le travail. Donc j'ai passé des heures et des heures à répéter. Le succès vous tombe dessus littéralement, c'est fulgurant. Après ce titre, vous devenez une vedette. Est-ce que ça a été violent ? C'est violent parce qu'on passe à 17 ans de l'anonymat le plus complet à cloîtré, enfermé, je ne pouvais plus marcher dans la rue, je ne pouvais plus rien faire, j'avais des gens qui dormaient sur mon tapis, j'avais des gens dans le parking. Enfin, c'est très oppressant et très stressant. La gloire, c'est synonyme de perte de liberté. Les tubes s'enchaînent. Première surprise partie, vous les copains, Bang Bang, que moi j'adore. Est-ce que vous les aimez toujours, ces tubes, ou est-ce que vous en avez un peu marre de les chanter ? Faut dire que la chance que j'ai, c'est que là, je travaille avec le groupe Hashtag. Donc, ça m'aide à avoir envie de les rechanter parce qu'elles sont différentes et ça devient pour moi un peu des nouveautés. Mais c'est vrai que j'avoue que presque plus de 50 ans après, de temps en temps, quand on me dit « Ah, vous n'avez pas chanté, l'école est finie ». Oui, bon. Très vite, Sheila devient une marque avec une ligne de vêtements, avec une ligne de cosmétiques. Il y a même une poupée à votre effigie. Comment est-ce que vous le vivez ? Alors les boutiques de Sheila, c'était une idée à moi, parce que mes parents faisaient les marchés et j'avais très envie qu'ils arrêtent de se lever à 4h du matin. Donc étant une fille, j'adorais la mode, donc je me suis dit, ça serait sympa, je vais créer des dessins et tout. Il y a eu beaucoup de ventes, il y a eu 500 magasins, enfin c'était un truc énorme. Je voulais que mon papa soit directeur de la maison de couture, il l'a été, mais au bout du compte, il n'a rien dirigé et c'est encore une histoire. Et vous, l'argent, vous n'en avez pas vraiment vu la couleur ? Je ne pensais pas à ça, moi je pensais à bien chanter, à être à la hauteur de ce qu'on me demandait de faire et voilà. J'ai jamais demandé de compte, j'ai jamais rien fait. J'ai découvert que 20 ans plus tard qu'en réalité il y avait des royalties et que j'étais supposée les toucher. Moi je ne savais pas ce que c'était. On passe aux années 70 avec l'incontournable Les Rois Mages. Et puis 1977, gros virage musical. Vous vous attaquez à un répertoire disco en anglais avec Love Me Baby, avec Singing in the Rain. Est-ce que c'est le moment où vous traversez les frontières ? Alors ça a été là, pour moi, c'est synonyme de liberté. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant où j'ai commencé à travailler en anglais, j'ai pris un groupe de danseurs qui s'appelait les B-Devotion. Et voilà. Et là, on est parti en Europe d'abord. On a été numéro 1 partout en Europe. Donc on a fait toutes les villes, on dormait dans les avions, etc. Enfin, on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Et ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, tous les gens qui étaient numéro 1, alors il y avait Tina Turner, Boney M, Blondie. En réalité, on faisait la tournée des télés et on se retrouvait toujours ensemble. Donc là, j'avoue que j'ai profité de ma vie, je suis sortie, j'ai fait la fête. Tout de suite après viendra le titre Spacer sur lequel on danse encore. C'est la rencontre avec Nile Rodgers, qui a quand même écrit pour Madonna, pour David Bowie, pour Daft Punk et tant d'autres. Magnifique rencontre.
Alors Nile, c'est voilà, c'est la cerise du gâteau parce qu'évidemment j'étais dans le disco, mais quand j'ai rencontré Nile, il avait déjà produit mon album King of the World dans lequel il y avait Spacer, mais surtout lui il avait décidé de me faire prendre un virage. Et donc il m'a fait cet album qui m'a ouvert le monde entier et qui fait que 40 ans après, Spacer est toujours un tube. Dans les années 80, vous revenez à la chanson française, nouveau virage, plus rock cette fois-ci, tournée triomphale au Zénith et puis coup de théâtre en 1989 sur la scène de l'Olympia. En larmes, vous chantez « Je suis venue te dire que je m'en vais » de Serge Gainsbourg. Je suis venue te dire que je m'en vais. Et vous annoncez que vous quittez tout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, ce qui se passe, c'est que ça faisait déjà un long moment que je chantais. À l'époque, j'ai une énorme vendeuse de disques. Et je voulais sortir un album et je me suis retrouvée devant des gens que j'ai connus débutants et qui me demandaient de faire des maquettes. Et moi, j'ai pas supporté. Il y a un moment, stop, quoi. Et voilà, donc ça m'a tellement énervée que je crois que j'étais au bout de mon rouleau, au bout de moi. Je m'étais perdue au milieu de tout ça. Donc j'ai décidé d'arrêter. On se rend compte à ce moment-là que la gloire, ce n'est rien. Et le jour où vous ne représentez plus d'argent et vous n'êtes plus monnaie d'échange, vous n'avez plus d'amis. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec un téléphone qui ne sonne plus du tout. Donc j'ai été obligée d'être face à moi-même et de me dire c'est quoi ta vie? Et vous savez quoi? Grâce à ça, j'ai eu 6 mois difficiles, hein, parce que d'un seul coup vous dites mais où sont mes amis? Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien, c'est la solitude. Et d'un seul coup je me suis dit mais peut-être que c'est le moment de faire autre chose. Donc j'ai commencé à écrire. J'ai écrit mon premier bouquin qui s'appelait Les chemins de lumière. Après j'ai fait de la sculpture. Et en réalité, je suis remontée sur scène en 98. Et voilà, on est en 2019 et je suis au taquet. Et c'est génial. Je vous connais un peu, en tout cas suffisamment pour savoir que derrière Sheila, il y a Annie. Annie Chancel, c'est votre vrai nom. Sheila, elle a accueilli la lumière des projecteurs. Annie, elle a dû encaisser les coups du destin, les coups bas aussi. Première épreuve, difficile, vous avez à peine 18 ans, la rumeur court. Et si Sheila était un homme, je sais que ça a été très compliqué à digérer et très long à digérer. Est-ce que je l'ai digéré? C'est ça qu'il faut savoir, je ne sais pas. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose de tellement injuste. Parce que quand on a 18 ans, voilà, on ne peut pas s'attendre à ça. Le jour où c'est sorti dans un journal, parce qu'au départ, c'était Sheila se transforme en homme, et après, c'est devenu Sheila est un homme. Et après, on avait en faculté de médecine le médecin qui expliquait l'opération qu'il avait réussi. Donc, tout ça est sordide. Ça, c'est mon drame personnel. Le pire, c'est que ça a touché mon fils. Ça anéanti mes parents. Quand j'ai accouché, on a demandé aux sages-femmes combien avez-vous touché pour dire qu'il est à elle et qu'elle ne l'a pas acheté en Suisse. Enfin bon, c'est glauque à mort. Mais voilà, j'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on n'a pas le droit de détruire la vie d'une femme aussi intimement qu'un enfant. On oublie les coups, Sheila. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Ce qui compte pour moi, c'est de rendre les gens heureux. Moi, je suis là pour donner de l'énergie aux gens. Je peux le faire, ils peuvent le faire. On part à présent à la rencontre de la comédienne Catherine Jacob. Une 60aine de films au cinéma, César du meilleur espoir féminin en 1989. Sur les planches, elle a une carrière bien remplie. Des classiques de Molière à Georges Feydeau, en passant par David Fuenquinos, elle a l'art du grand écart. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrées, toutes les deux? Alors déjà, c'est une amie. J'ai une admiration folle pour elle. Elle me fait beaucoup rire. Elle a beaucoup d'humour. Et on s'est rencontrés pour mes 40 ans de carrière, où elle est venue en surprise parler de moi gentiment. Et voilà comment on s'est rencontrés la première fois. Et je ne m'y attendais pas du tout, parce qu'évidemment, je ne peux pas imaginer que Catherine Jacob va avoir une certaine admiration pour Sheila. Absolument, mais moi j'étais déjà venue, c'était à l'Alhambra, et c'est grâce à un ami commun qu'on peut citer, oui, qui est un grand médium, qui est Marc Estève. Voilà. Nous avons des amis communs. Ah, vous avez le même médium, voilà. Nous avons des amis de la Twilight Zone. D'accord. Donc Catherine Jacob qui admire Sheila, est-ce que Sheila admire Catherine Jacob? Je voulais quand même spécifier que cette charmante Catherine a quand même tourné avec monsieur
Rochefort, Ouais. Monsieur Marielle et Monsieur Philippe Noiret. Moi, j'aurais juste voulu leur dire bonjour. Oui, mais c'est ce que Raconte. j'ai fait. Hein. J'ai fait bonjour. Alors, prêt pour la parade? Pas de craque, pas de petits bobos? Bon, on parle un petit peu de cette rentrée. Un film qui vient de passer sur France 3, La malédiction du volcan. Et puis cet ouvrage, c'est un recueil d'interviews. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est une idée de Franck Leclerc, journaliste à Nice Matin. C'est un recueil d'interviews de femmes fortes, construites, qui ont des carrières, pour lesquelles rien n'a été facile. Mais c'est ça l'avenir. Et voilà, c'est pas un livre de Greluchette, vous voyez, c'est pas le genre de C'est maison. pas un livre de Greluchette. Et vous les interviewez sur quel sujet? Sur le rapport homme-femme? Comment elles se sont construites et comment elles ont bondi. Et c'est vraiment leurs histoires de maîtrise elles-mêmes. Et c'est surtout pas en dessous de la ceinture. Et c'est l'heure à présent de poser à Sheila quelques-unes des très nombreuses questions de nos internautes. Alors, ça fait partie de mes rêves les plus fous. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tous les cas, j'y pense sérieusement et j'essaierai. Mes tenues sont enfermées depuis trop d'années et donc j'ai très envie de les sortir parce qu'il y en a des très jolies, vraiment. Oh mon Dieu, impossible de choisir. J'ai dû enregistrer entre 700 et 800 chansons, donc je sais pas. Je pense que ça sera quand même Spacer, en attendant celle qui va venir. Ouais. Oui, j'ai envie de faire du théâtre, mais j'ai envie d'être très bien entourée. Ce qui m'intéresse, c'est la relation humaine et apprendre. Merci Sheila. De rien. Ainsi De s'achève rien. votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission consacrée à Sheila sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Donne-moi ta main.